Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Harmonie Laurent. Je suis ingénieure d'affaires chez Isogeo et responsable du secteur public. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce troisième webinaire de la série de 12 webinaires que nous avons inaugurés à partir du 25 juin dernier, dans le but de pallier le report des différentes conférences physiques auxquelles on a l'habitude de participer, comme les Geodata Days ou la rencontre Esri. Bien sûr, nous avons pour but d'enrichir vos connaissances en matière de gouvernance de données géographiques. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette série de webinaires. Donc, je vous remercie chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. Je sais que beaucoup de vos confrères et consoeurs sont en congé. Comme vous pouvez le voir, parmi vous se trouvent quelques-uns de nos clients, mais également d'autres acteurs de la géomatique qui nous connaissent de près ou de loin. Donc je vous remercie à tous, je vous remercie tous d'être ici. J'en profite également pour vous rappeler que l'un des participants à ces 3 premiers webinaires, donc aujourd'hui on inaugure le 3e, donc on récompensera, un de ces participants d'un pilote de la solution Isogeo, quelqu'un qui n'a pas encore bien sûr la solution Isogeo. Et pour cela, on réalisera un tirage au sort dans les prochains jours et nous vous annoncerons donc le nom du gagnant lors du webinaire numéro 4 et puis on fera une petite publication avant. Pour rappel, donc le webinaire numéro 4, il aura lieu le 10 septembre prochain. Et ce webinaire sera l'occasion pour nous de vous montrer le tout nouveau portail Isogeo de promotion du service d'information géographique. Donc ne le manquez pas surtout. Pour revenir donc à la récompense mise en jeu, donc tous les produits Isogeo seront mis à disposition de ce gagnant pour une durée de 3 mois et nos équipes le formeront en vue de lui permettre de lancer le catalogage dans son organisation. Bien entendu, cette offre ne s'adresse pas à nos clients qui ont déjà la solution et à nos partenaires, pour qui, ce ne serait pas très intéressant. Voilà, voilà. Pour inaugurer ce webinaire, donc je tiens à rappeler il porte le thème de la metadata partie géante. Il a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir comment saisir les métadonnées, sur la plateforme Isogeo. Pour cela, donc, on va vous montrer, enfin Léo surtout, chef de projet chez Isogeo, vous montrera comment administrer un groupe de travail et comment utiliser au mieux la méthode de catalogage. Et pour cela, il vous montrera chaque champ, dans la finalité, bien sûr, de valoriser le catalogue de métadonnées, puisque je vous rappelle que notre valeur, notre chaîne de valeur se termine donc par la phase de valorisation. On ne fait pas du catalogage, mais bien dans le but de valoriser ce travail. Pour maintenir des conditions optimales pour cette webconférence, je vous invite donc à poser vos questions par écrit dans le chat et puis on les traitera à la fin du webinaire. Et puis un autre point, on s'était engagé à créer des groupes de travail pour chaque inscription. Mais finalement, on s'est dit que ce serait certainement ça marcherait mieux, de les créer à la fin du webinaire. De cette façon, vous aurez un accès limité, à différents produits Isogeo, l'Open Catalog, le CSW et le plugin pour QGIS, pendant une durée de 3 mois. Pour cela, il vous suffira de nous en faire la demande dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà, et maintenant, je vais laisser la parole à Léo. Bonjour à tous. Euh, En effet, j'ai oublié de passer la slide, mais donc on va passer à la deuxième partie du programme. Donc je vais vous montrer ou remontrer comment saisir des métadonnées avec Isogeo. Donc pour cela, j'ai préparé un groupe de travail vide et je vais me mettre euh, dans la peau de l'organisme de la ville de Paris, donc une collectivité locale qui gère un patrimoine de données géographiques et qui va cataloguer ces données avec Isogeo. Donc pour commencer,
quand on arrive sur l'outil, on a cette page d'accueil, donc avec un tableau de bord qui est évidemment vide aujourd'hui. Donc la première chose qu'on va faire, c'est renseigner le point de contact du tableau de bord, enfin du groupe de travail. Donc là, je vais renseigner le nom de mon organisme. Je vais mettre l'adresse, voilà. Et je vais mettre par exemple l'adresse du service SIG qui gère les métadonnées. Donc ça, c'est le point de contact du groupe de travail. C'est un contact qui va être ajouté automatiquement aux données, à toutes les fiches de métadonnées, dans la fiche XML notamment, euh, qui seront dans le groupe de travail. Voilà, une fois que j'ai fait ça, vous voyez en haut qu'il y a 3 boutons différents. Donc il y a le tableau de bord sur lequel nous étions. Il y a l'inventaire qui dresse la liste de toutes les fiches de métadonnées qui est vide actuellement. Et il y a une partie importante qui s'appelle l'administration. Et c'est ce que je vais commencer par vous montrer. Donc avant de se lancer dans du catalogage, ce qu'on fait pendant les formations, c'est qu'on complète toute cette partie d'administration en essayant d'être le plus exhaustif possible, afin de ne plus retourner administrer entre guillemets le catalogue une fois qu'on a commencé à cataloguer. Vous comprendrez après pourquoi, mais en gros on paramètre ici un certain nombre de champs prédéfinis qui seront ensuite associés à des fiches de métadonnées, donc il faut les préparer en amont. Donc le premier item, c'est les paramètres du groupe de travail. Alors il y en a quelques-uns. Le premier, c'est d'être autorisé à être référencé en tant que contact. Donc si on coche cette case, ça veut dire que tous les autres groupes de travail ISOGEO auront accès à votre point de contact, celui que je viens de renseigner dans le tableau de bord. On peut aussi autoriser la création de fiches manuelles, c'est plutôt recommandé, puisqu'on peut du coup créer des fiches de service, des fiches de données, des fiches raster, etc. On peut d'ores et déjà mettre la langue des métadonnées, donc qui sera appliquée également automatiquement à toutes les fiches. Et il y a un dernier paramètre, c'est la couleur de l'open catalogue. On verra tout à l'heure de quoi je parle. Ensuite, on a la liste des utilisateurs. Donc là, actuellement, je suis tout seul avec, il y a aussi Carlo, qui est mon stagiaire. Mais par exemple, si je veux inviter un nouvel utilisateur, donc je suis à la ville de Paris, j'ai un collègue du service SIG qui va cataloguer avec moi, ben, je peux l'inviter plutôt, à rejoindre le groupe de travail et je peux lui affecter un rôle. Donc si l'administrateur il aura accès à ce fameux onglet d'administration, s'il est éditeur, il aura accès uniquement à l'inventaire et il pourra modifier les fiches de métadonnées. Et s'il est lecteur, il pourra que lire les données. Donc, par exemple, j'invite Harmonie en tant qu'éditrice de métadonnées. Donc, elle reçoit une invitation par mail qu'elle peut accepter et ensuite elle apparaîtra dans la liste des utilisateurs. Voilà, donc je vais passer au menu suivant, donc les catalogues. Donc ce qu'il faut savoir dans ISOGEO, c'est qu'on peut créer un nombre illimité de catalogues et on en a défini 3 types. Donc il y a ce qu'on appelle les catalogues de suivi, donc qui permettent de savoir quelle fiche de métadonnées, enfin l'avancement, on va dire, de la documentation d'une fiche de métadonnées. Donc par exemple, on va créer le catalogue de suivi à compléter. Donc là, toutes les fiches qui seront vides seront dans ce catalogue. On peut créer aussi un catalogue à vérifier. Donc ça, c'est des fiches de métadonnées qui sont documentées et qui nécessitent une validation. Voilà, pour vous expliquer bien le principe des catalogues de suivi. Ensuite, on a un autre type de catalogue, c'est les catalogues thématiques, donc qui permettent de ranger les données par thématique. Donc par exemple, on peut mettre une thématique environnement. Voilà. Je préfixe les catalogues par T ou S, comme ça, pour dire suivi ou thématique.
De toute façon, cette information-là, elle n'est pas visible sur les fiches de métadonnées, c'est uniquement pour l'administrateur pour ranger son catalogue. Je vais créer aussi un catalogue thématique voirie, puisque tout à l'heure, je vais travailler avec des données sur la voirie. Et enfin, il y a le troisième type de catalogue, c'est ce qu'on appelle les catalogues d'usage. Donc là, on pense plus à l'usage, comme son nom l'indique, de la fiche de métadonnées. Donc, typiquement, on peut avoir un usage pour l'interne. Donc, les fiches qui seront dans ce catalogue interne seront partagées uniquement aux personnes internes à l'organisme. En comparaison, on a aussi évidemment le catalogue qui peut être voué à être partagé à l'extérieur. Voilà. Donc là, j'ai trois exemples, enfin j'ai trois types de catalogues et deux exemples pour chaque type. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va compléter toutes les thématiques, tous les catalogues d'usage que l'on peut voir selon les besoins du client, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer au carnet d'adresses. Donc le carnet d'adresses, il est propre à chaque groupe de travail également. Donc c'est ici qu'on va ajouter les contacts, on va dire, des différents services qui peuvent gérer les données dans l'organisme. Par exemple, à la ville de Paris, moi j'ai pensé à la direction des espaces verts et de l'environnement. On peut ajouter évidemment leurs coordonnées. Je vais ajouter aussi la direction de la voirie et des déplacements pour faire écho au catalogue thématique que j'ai créé précédemment. Et je peux aussi ajouter des contacts extérieurs qui peuvent être des fournisseurs de données ou des partenaires, etc. Donc pareil, avant d'attaquer le catalogage, on essaye de faire la liste exhaustive de tous les contacts possibles et de les renseigner dans ce carnet d'adresses. Ensuite, il y a les licences. Donc les licences, ça fonctionne à peu près comme les contacts, à part qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont pré-renseignées par les OGO. C'est-à-dire que toutes les licences que vous voyez ici, elles sont accessibles dans tous les groupes de travail ISOGEO, parce qu'on sait que c'est des licences qui sont utilisées couramment. Donc on préfère nous-mêmes gérer cette liste-là, et notamment les liens, le lien vers la licence, puisque imaginons que le lien change, ben on va le changer dans la base de données et ça va s'appliquer à toutes les fiches de métadonnées de tous les groupes de travail, donc de tous les clients qui auront affecté cette licence. Donc ça permet de faire le travail une fois pour tout le monde. Sinon, tout le monde devrait mettre à jour la licence. Néanmoins, comme on n'est pas exhaustif non plus, on peut toujours en ajouter des nouvelles. Donc là, je ne vais pas en créer, mais voilà, c'est assez simple. Il suffit de donner un nom et mettre le lien vers la licence en PDF. Pour les spécifications, c'est la même chose. C'est exactement le même fonctionnement. On a déjà rempli une liste qui contient des spécifications, on va dire, connues dans le monde de la géomatique, notamment tous les guides Inspire, qui correspondent aux 24 thèmes Inspire, qui sont édités par la Commission européenne. On a aussi déjà mis tous les géostandards et plus quelques autres spécifications connues. S'il leur manque, il ne faut pas hésiter à nous le dire, qu'on ajoute ça à la liste, histoire de faire bénéficier tout le monde de cette liste. Encore une fois, on peut toujours en ajouter une nouvelle. Imaginons qu'il y a par exemple un fournisseur qui fournisse une orthophoto avec un descriptif de livraison, etc. On peut toujours l'ajouter ici aussi pour pouvoir l'affecter ensuite à la fiche de métadonnées. Je vais passer ensuite aux mots-clés. Donc, un peu comme les specs et les licences, ISOGEO gère une base de données centralisée des mots-clés. En fait, on a déjà une liste de mots-clés qui ont été saisis dans ISOGEO. Et donc, tous les mots-clés qui ont été saisis au moins une fois sur une fiche de métadonnées se retrouvent automatiquement dans cette liste de mots-clés. Et cette liste, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet aussi à l'utilisateur de trouver des mots-clés
à affecter à ces fiches de données. Donc là, on voit que c'est le mot-clé hygiène qui est le plus utilisé sur la plateforme, devant le mot-clé environnement. Voilà. Néanmoins, on laisse quand même la possibilité aux utilisateurs de restreindre la liste s'ils veulent pas que, si les administrateurs ne veulent pas que les éditeurs saisissent n'importe quel mot-clé, entre guillemets, on peut restreindre cette liste. Donc si on fait ça, ça veut dire qu'on pourra affecter uniquement des mots-clés qui seront dans la liste sélectionnée. Donc ça permet en fait de créer un thésaurus de mots-clés qu'on souhaite voir dans les fiches de métadonnées. Là, je ne vais pas l'activer, je vais garder la base centralisée, mais c'était pour voir un peu le fonctionnement. On a la même chose pour les systèmes de coordonnées. Donc, on a centralisé tous les EPSG du monde, on va dire. Donc, on a la liste de tous les systèmes de coordonnées. Et pareil, on peut directement faire son propre liste avec les systèmes de coordonnées qui nous intéressent. Voilà. J'ai quasiment fait le tour de tout ça. Je reviendrai plus tard sur les partages. C'est plutôt à la fin de la démonstration que ça devient intéressant d'aller voir ça. Et je vais passer à la brique principale de notre outil, qui est le scan FME, donc qui se gère aussi dans l'onglet administration. Donc pour rappel, pour ceux qui étaient là au dernier webinaire, le scan FME, c'est un service, c'est le seul composant qu'on installe sur le réseau interne du client. C'est un petit service Windows qui est installé sur un serveur Windows et qui utilise en fait FME pour lire les données directement et récupérer des métadonnées qui sont ensuite renvoyées dans le cloud. Donc là, on voit que mon service il est installé sur un Windows Server 2019 qui a FME d'installer dans ce répertoire. Voilà. Je peux d'ores et déjà, ça fait partie des nouveautés de la nouvelle version du scan, je peux configurer automatiquement mon service directement depuis l'interface. Par exemple, si je veux utiliser un autre FME, une autre version d'FME, si j'en ai plusieurs d'installer, je sais que c'est le cas de Bayonne ici présent, je peux indiquer le chemin vers le FME utilisé, la version des scripts qui est compatible avec ça, le nombre d'appels aussi simultanés. En fait, on peut lancer plusieurs instances de FME simultanément, donc ça dépend des capacités de la machine. Et plus il y a d'instances, plus le scan va être rapide. Et voilà. Et je peux télécharger l'installeur pour l'installer sur mon serveur. Pour le coup, j'ai déjà fait mon installation et je vais vous montrer moi comment scanner. Donc, on clique sur Nouveau. On a le choix entre un système de fichiers, une géodatabase d'entreprise SDE ou une base de données. La dernière fois, j'avais scanné un répertoire de fichiers. Là, je vais, pour changer un peu, je vais scanner une géodatabase d'entreprise SDE, mais j'aurais pu aussi scanner une base PostGIS en indiquant les identifiants de connexion. Donc pour une base de données SDE, c'est assez facile, il suffit d'indiquer le chemin vers le fichier de connexion SDE, donc qui est sur le serveur où est installé le service Windows. Il faut bien qu'il y ait accès. Et je vais tout simplement nommer mon point d'entrée. Alors pour le coup, ouais, je vais mettre par exemple Paris, voilà. Et je peux, ce qui est intéressant, directement depuis mon point d'entrée, affecter un catalogue automatiquement à toutes les nouvelles données scannées. Donc ça veut dire que si je coche, c'est ce que je vais faire, le catalogue de suivi à compléter, toutes les fiches qui vont être créées depuis ce point d'entrée, donc qui seront sur cette base de données, seront ajoutées automatiquement au catalogue à compléter. Voilà. Si par exemple j'ai un point d'entrée par thématique, donc si j'ai des fichiers de connexion SDE par thématique, je peux automatiquement affecter la même thématique en termes de catalogue à ce point d'entrée. C'est partie des usages intéressants de ces fonctionnalités.
Mon point d'entrée est créé, j'ai plus qu'à le lancer. Donc là, j'envoie une requête de scan au service qui est sur mon serveur. Donc on va le laisser se lancer tranquillement. Voilà. Donc le scan, il se passe en 3 étapes. La première, c'est de faire la liste de toutes les données. Donc là, il en a trouvé 11. Ensuite, il crée une signature de la donnée. Une signature, c'est ce qui va lui permettre de reconnaître la donnée quand il la rescannera. Et du coup, de ne pas recréer une fiche de métadonnées et surtout de mettre à jour la fiche de métadonnées si la donnée a été modifiée. Et enfin, la troisième étape qui va se lancer bientôt, là, c'est l'étape de documentation. Donc c'est là qu'il va créer la fiche de métadonnées et compléter un certain nombre de champs automatiquement. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec mes pistes cyclables du déconfinement. Voilà, il a créé la fiche et on voit donc à quoi ressemble une fiche brute avec le nom de la table qui est récupérée, l'emprise géographique de la donnée, le système de coordonnées, le nom d'entité, la géométrie, les fameux attributs, donc tous les champs attributaires, et aussi le format. Donc il a automatiquement détecté qu'on était sur du RQSDE, sur de la géodatabase entreprise. Voilà. Ensuite, toutes les dates aussi sont remplies automatiquement, comme la date de dernière mise à jour, la date de création de la fiche, etc. Et l'emplacement de la hausse. Voilà, donc là, mon scan est terminé. Donc là, dans mon catalogue, du coup, SA complété, j'ai déjà 11 fiches. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc là, on vient de passer la première étape du processus. Enfin, deuxième étape, c'est que je configure mon groupe de travail, l'administration de mon groupe de travail. Je configure ensuite un point d'entrée de scan. J'associe des catalogues à ce point d'entrée, histoire de les remplir automatiquement. Ça fait toujours gagner du temps. Et je dispose maintenant dans mon inventaire, donc dans l'onglet inventaire, des fiches de métadonnées qui ont été automatiquement créées et qui sont dans mon catalogue. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre deux parmi ces catalogues, ce catalogue, et je vais tout simplement vous montrer les différentes étapes d'édition de la fiche de métadonnées. Donc je vais reprendre les données sur le déconfinement, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux chercher les données. Bon là, il n'y en a pas beaucoup, donc je les ai trouvées facilement, mais j'aurais pu les récupérer via la recherche. Et la première étape de tout ce travail, ça va être de faire de l'édition Parlons. Alors, je peux même remplir plus de fiches que ça, mais pour le coup, là, je vais juste le faire sur deux pour commencer. La première chose à faire, c'est de l'étiquetage. L'étiquetage, c'est quoi? C'est compléter tous les champs qu'on verra dans l'étiquette. Donc l'étiquette, c'est ce qui est ici. Je vais sur une fiche détaillée, c'est ce qui est en haut. Là. Voilà. Pourquoi compléter l'étiquette? Parce que c'est ce qui va nous permettre de facilement retrouver les données derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des mots-clés. Donc vous allez voir là, du coup, ce qu'on s'était dit, ce qu'on a vu tout à l'heure. La liste centralisée des mots-clés qui s'affiche. Et je peux ainsi faire une recherche et cocher les mots-clés qui m'intéressent. Je vais en ajouter plusieurs. Hein. Plus il y en a, plus l'utilisateur final du catalogue pourra retrouver la donnée en tapant ce qui lui vient à l'esprit. Donc là, on est sur des données de transport, donc j'ajoute pas mal de mots-clés qui concernent le transport. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais ajouter aussi, tant que j'y suis, un thème Inspire. Donc là, pareil, on a déjà le Thésaurus Inspire qui est disponible.
pas cliqué, si. Voilà. Mes mots-clés ont bien été ajoutés, je ne sais pas pourquoi ça s'est pas rafraîchi, à mes deux fiches. J'aurais pu également, déjà ici, dire ces données-là, elles appartiennent à la thématique voirie, donc je vais les ajouter au catalogue thématique voirie. Et si je sais que ces données-là, de toute façon, je vais les partager en interne et en externe, je peux déjà cocher les catalogues. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. On met des mots-clés et on range les données dans des catalogues. Par exemple, les espaces verts, les arbres remarquables. Voilà. Je peux les mettre dans mon autre catalogue thématique environnement. Et pareil, les partager en interne ou en externe. Voilà pour la première phase. Donc une fois que cette phase d'étiquetage est faite, on passe à une phase d'édition. Toujours par lot, mais d'édition. Donc là, on va vraiment s'intéresser aux champs qui sont là. Donc, les champs qui sont complétés au niveau de la fiche des métadonnées. Donc je vais faire des éditions par lot parce qu'il y a certains champs qui sont communs à ces deux fiches de métadonnées. Je vais déjà faire un titre modèle dans lequel je vais indiquer un nom et un territoire. Alors oui, c'est vrai, il faut que je passe un peu de temps sur chaque champ. Chaque champ de métadonnées doit suivre certaines recommandations donc, qui sont rédigées par la directive Inspire notamment et reprises à l'échelle nationale par un groupe de travail du CNIJ. Et nous, auxquels on participe d'ailleurs. Et on a reporté, nous, toutes ces recommandations, ces définitions, dans notre aide en ligne. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai cliqué sur le petit bouton d'aide en ligne juste à côté du champ. Et ça m'ouvre automatiquement la bonne page dans l'aide en ligne qui décrit ce champ. Donc pour le titre, je sais du coup, c'est un champ assez facile, mais j'ai une définition de ce que c'est qu'un titre. J'ai des indications sur comment il doit être écrit. Donc c'est pour ça que j'ai mis le territoire concerné, parce qu'en fait un titre doit être unique. Et les pistes cyclables à l'échelle de l'Europe, il y en aura dans à peu près tous les organismes. Donc si on n'indique pas le territoire qui est concerné, on risque de se retrouver dans le géocatalogue français ou européen avec 2000 données qui concernent les pistes cyclables. Donc c'est pour ça que j'ai mis la ville de Paris comme territoire dans la structure de mon titre. Donc on a un exemple, on a les exigences Inspire, si le champ est éditable par l'eau, s'il est édité par le scan, etc., etc. Ensuite, ce que je vais pouvoir éditer par l'eau, ça va être aussi le contexte de collecte. Donc là, pareil, on a le lien vers la définition du contexte de collecte. Donc c'est l'objectif de la collecte, c'est pourquoi et dans quel cadre la donnée a été produite. Donc on a l'exemple de la BD Carto ici. Donc moi je vais copier un contexte qui était déjà préparé. Voilà. Ensuite, on peut compléter par l'eau la méthode de collecte, parce que je sais que ces deux données-là ont été complétées à peu près de la même manière. Donc, la méthode de collecte, c'est comment la donnée a été collectée. Je sais qu'elle a été collectée sur le terrain par la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. Je peux saisir une fréquence de mise à jour, si la donnée elle est mise à jour tous les ans, ou tous les mois, ou tous les jours. Là, pour le coup, celle-là, c'est une donnée qui est mise à jour, on va dire, toutes les semaines. Je peux saisir une période de validité, mais dans mon cas, la donnée elle reste valable. C'est pas une donnée qui est millésimée. Voilà. Je peux saisir aussi, par exemple, l'échelle. Je sais que ma donnée est exploitable à l'échelle 5 millième. Je vais aussi rajouter une licence. Donc, comme c'est des données que je vais ouvrir à l'extérieur, je vais mettre la licence ouverte d'Etalab. Donc là, vous voyez, on retrouve la liste qui était paramétrable dans l'administration. Donc je coche cette licence.
Pour les restrictions liées à la directive Inspire, c'est pareil, on a déjà mis la liste des directives et des types de restrictions qui existent. Donc là, pour le coup, il n'y a aucune restriction à ne pas partager cette donnée selon la directive Inspire. Et ce qui est intéressant avec la directive Inspire, c'est que s'il n'y en a pas, il faut l'indiquer quand même. Donc il faut indiquer qu'il n'y a pas de restriction. Donc c'est ce que je fais ici. Et enfin, ce que je peux aussi ajouter par l'eau, c'est le fameux contact. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a centralisé aussi un certain nombre de contacts dans une base ISOGEO. C'est tous ceux qui ont coché la petite case qu'on a vue tout à l'heure dans les paramètres. Donc, typiquement, il y a un certain nombre de contacts qu'on gère nous-mêmes, comme ceux de l'hygiène, puisqu'on sait qu'ils sont affectés à beaucoup de fiches de métadonnées, ou le BRGM par exemple, etc. Donc si je veux mes contacts à moi, comme je les avais préfixés par un petit C, je peux les trouver rapidement. Et pour le coup, là, cette donnée, elle est gérée par la direction de la voirie et de déplacement de la ville de Paris. Donc je vais les mettre en tant que administrateur de cette donnée. Mais en tant que service SIG, je vais aussi me rajouter donc, la ville de Paris comme point de contact de la métadonnée. Voilà. J'ai plus qu'à enregistrer mes modifications, donc qui se sont appliquées aux deux fiches. Voilà. Donc là, déjà, avec ce qu'on a fait, on a déjà une donnée qui est quasiment partageable. Ce qui va nous manquer quand même, c'est que le titre, il n'est pas encore bien écrit. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'édition unitaire. Donc on va éditer une à une les fiches de métadonnées. Donc c'est là que je vais mettre un titre un peu plus adapté à ma fiche de données. Voilà, donc je vais mettre ça. On va mettre un petit résumé. Hop, on fait la même chose pour l'autre. Je vais en profiter pour rajouter un petit mot-clé aussi. Donc là, on est sur les pistes cyclables, donc je peux rajouter du coup le mot-clé piste cyclable. Vélo. Voilà. Sur l'autre, d'ailleurs, j'aurais pu rajouter un mot-clé piéton. Voilà. Enregistrer. Voilà. Donc là, en fait, ma fiche de métadonnées, maintenant qu'elle a un titre, des mots-clés qui permettront de la retrouver, un résumé, un contact, c'est une donnée qui est une métadonnée qui est partageable. Bon, elle n'est pas encore complètement complétée, mais elle est déjà bien avancée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin dans la documentation, hein. C'est le but de la métadonnée, enfin, de la metadata partie, on va dire, du jour. Donc là, j'ai renseigné les champs les plus importants en deux phases, donc en édition par lot et en édition unitaire. Maintenant, je vais passer à l'édition un peu plus détaillée, et notamment l'édition des attributs. Donc, la liste des attributs, elle a été remontée automatiquement par le scan, mais bon, voilà, c'est les noms informatiques. Là, pour le coup, ils sont assez explicites, mais dans certains cas, c'est pas forcément le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer chaque champ pour donner un peu plus d'informations à l'utilisateur sur ces champs. Donc, j'ai pris le champ statut, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais lui mettre un alias. Et dans la description, ce qui va être intéressant de faire, c'est de mettre ce que contient ce champ. Là, pour le coup, le statut, la liste des statuts, elle est exhaustive.
Donc, ce que je peux faire d'intéressant dans la fiche de métadonnées, c'est que je peux mettre en forme cette fameuse liste des valeurs possibles. Donc là, ça fait intervenir une autre technologie dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui s'appelle le Markdown. Donc, notre plateforme est compatible avec le langage Markdown, qui est un petit langage basique de mise en forme de texte en HTML. Donc, comme vous pouvez le voir, si on rajoute 2 étoiles à côté d'un mot, ça le rend en gras. Et si on veut faire une liste comme je l'ai fait, il suffit d'ajouter une étoile avant, etc. Donc, ce qui est sympa avec ça, c'est que du coup, le résultat, il est assez agréable pour l'utilisateur final. Quand il va lire la métadonnée, il aura la description de chaque champ avec des valeurs possibles. Donc, c'est typiquement le genre d'informations qui sont essentielles quand on veut savoir de quoi cette donnée parle et qu'on veut exploiter la donnée. Voilà. Je peux faire encore un autre champ, le type. Ah oui, non, j'étais pas sur la bonne, ok. C'est plutôt celle-là que je voulais faire. C'est grave. Hop. Dessus. Et donc, je vais faire aussi le type. Bien sûr, sur le coup, on l'a bien. Hop. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à ces deux champs-là, mais c'est pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une fiche de métadonnées vraiment détaillée, qui contient la description des attributs. J'ai pas mis la langue, hein, mais je peux affecter la langue automatiquement aussi à toutes mes fiches, à toutes mes champs, pardon. Voilà pour les attributs. On peut aussi, dans l'onglet Histoire, ajouter toutes les dates. Par exemple, la date de création de la donnée. Là, pour le coup, c'est comme c'est une donnée qui a été mise en place pendant le déconfinement, je suppose qu'elle a été créée, on va dire, vers avril. Elle a été publiée, par exemple, le 1er mai. Et elle a été mise à jour récemment. Donc là, je vais mettre une date, j'ai mis une date de mise à jour. Ouais, j'ai mis une date de publication. Et là, on va dire qu'elle a été mise à jour récemment, là, en août, là. Hop, voilà, le 1er août. On a ajouté les nouvelles pistes. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir un suivi un peu des événements qui concernent cette donnée-là. Il faut savoir que cette liste d'événements, elle est aussi complétée automatiquement par le scan. C'est-à-dire que dès qu'on ajoute une entité, on modifie l'emprise de la donnée, etc., ces informations-là sont remontées par le scan et sont écrites ici. Voilà. Pour aller plus loin, je peux ajouter des spécifications. Donc là, on a la liste de toutes les fameux guides qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, sur cette donnée-là, j'ai pas de spécification particulière à mettre. Voilà, c'est à peu près tout. On peut rajouter des liens si on veut vers un article, par exemple, qui parle de cette donnée. Voilà. Et on peut aussi dire l'encodage de la donnée, ou même la version de l'ARGIS. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de tous les champs complétés dans les OGO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un validateur Inspire qui s'est automatiquement activé. Et là, on voit qu'avec tous les champs que j'ai complétés, ma fiche est conforme à Inspire. Ça veut dire que tous les champs obligatoires soumis à la directive ont été complétés. Et j'ai un validateur qui me le dit. Voilà. Donc ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a catalogué des données. Néanmoins, le catalogage, ça ne s'arrête pas uniquement aux données, on catalogue aussi les services. Donc, je vais vous montrer comment on catalogue des services dans ISOGEO.
Donc là, je suis allé sur mon NRJ serveur, sur l'API REST de mon NRJ serveur. Je vais aller chercher le service qui publie ma donnée, parce que je le connais. Voilà, on a les fameuses pistes Cloud qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout simplement l'URL de mon web service. Donc c'est la même chose pour un service WMS ou WFS. On va récupérer en fait le lien vers le get capabilities. Et je vais créer une fiche de service en indiquant cette URL dans Isogeo. Donc là, on voit qu'il détecte automatiquement la version et le format de la fiche du service. Voilà. Donc il m'a créé une fiche, il a récupéré le titre du service, les balises qu'on a mis dans la serveur, le résumé qu'on avait mis aussi, et surtout la liste des couches qui sont publiées par ce service. Donc ce qui est intéressant là maintenant, c'est qu'on va en fait associer les couches de ce service avec la fiche de métadonnées de données correspondantes. Donc mes pistes cyclables, qui sont ici, je vais aller les chercher. Voilà. Donc là, je cherche la fiche de métadonnées concernée. Donc là, on voit bien la fiche que j'ai saisie avec son titre et son résumé. Donc je fais l'association. Tant que j'y suis, je vais aussi faire les rues aménagées pour piétons. Hop, voilà. J'enregistre. Je vais mettre ce service aussi dans un de mes catalogues. Donc, allez, on va mettre le catalogue interne et externe, des données publiques de toute façon. Voilà. Je peux rajouter des mots-clés si je veux, des dates. Voilà, je peux rajouter quelques infos en plus. Un contact pourrait être toujours intéressant. Voilà. Hop, boum. Je vais aussi lui mettre un nom un peu plus sympathique. Donc là, pareil, hein, il y a des recommandations de la directive Inspire sur comment nommer un service. Donc il faut mettre ce style de titre, service de visualisation pour tout ce qui concerne les maps services, service de téléchargement pour tout ce qui concerne les features services. Je pourrais rajouter une description aussi, mais je vais me contenter d'un titre. Voilà. Je peux faire la même chose tant que j'y suis avec le feature service. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi le feature service. Donc je fais la même chose. Je prends le feature service, je crée la fiche. Hop, je vais assez vite pour avancer. Je fais mes associations. Donc je peux associer plusieurs couches de services à une même fiche de métadonnées de données. C'est pour ça que je vous montre ça. Hop, voilà. Je partage aussi à mes catalogues. Et je lui mets un nom. Mince. Donc copier-coller. Hop. Et là, pour le coup, comme c'est du feature, je mets le nom qui va bien. Voilà. Donc là, j'ai mon service, j'ai mes deux fiches de service dans mon inventaire maintenant, qui ont été affectées à des fiches de métadonnées. Et on va maintenant passer à l'étape de valorisation, où on verra que ce travail, à quoi sert tout ce travail qui a été effectué. Donc déjà, là, grâce aux quelques fiches que j'ai renseignées, j'ai quand même, et au renseignement de tout ce qu'il y avait dans la partie administration, je peux assez facilement filtrer sur des fiches grâce aux mots-clés, par exemple. Donc là, on voit qu'il n'y a plus qu'un résultat. Je peux enlever mon mot-clé, mais je peux filtrer par type, si je veux uniquement afficher mes fiches de service, par exemple. Voilà.
là, on voit tout de suite en application les fonctionnalités de recherche. Imaginez que l'inventaire il est un peu plus grand que ça, un peu plus de fiches. Donc c'est maintenant que je vais revenir à mes fameux partages du début. Donc maintenant que j'ai créé mes catalogues, enfin mon catalogue, que j'ai renseigné mes fiches de métadonnées, que j'ai créé des fiches de service, j'ai associé ça à mes fiches de métadonnées, il faut que je valorise ce travail-là, donc je vais publier mon catalogue. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier, par exemple, avec l'Open Catalog. Là, je vais choisir les catalogues d'usage, justement, que j'avais sélectionnés. Donc là, pour le coup, je sais que ça va être un usage externe, cet Open Catalog. Je vais l'appeler Open Catalog public. Et en cliquant sur Créer, ça me génère automatiquement une URL qui contiendra toutes les fiches qui appartiennent au catalogue externe. Voilà, donc on retrouve mes deux fiches de service, les deux fiches que j'ai documentées, plus les autres que j'avais ajoutées aussi au catalogue U externe. Par exemple, si finalement je ne veux plus partager arbre remarquable et espace vert, j'ai juste à retourner dans mon inventaire, sélectionner espace vert et arbre remarquable et les enlever du catalogue U externe. Voilà. Là, elles n'y sont plus. OK. Donc mon catalogue, il contient toute la richesse de la recherche. Donc on retrouve les mêmes filtres que ceux qu'on avait vus précédemment, qui permettent d'isoler assez facilement des fiches de métadonnées. Il y a aussi l'autocomplétion. Si je tape guilde, voilà. Si je mets déconfinement, bon, c'est parce qu'elle manque les jeux. Ah oui, ok. Voilà. Mes mots-clés. Hop. Donc là, je suis à la place d'un utilisateur du catalogue qui recherche des données, donc qui tape des choses dans la recherche. Par autocomplétion, il trouve les mots-clés qui l'intéressent. Et surtout, à la fin, il tombe sur la fiche de métadonnées qui l'intéresse. Et il l'affiche sur sa page web. Donc là, on retrouve tous les champs que j'ai remplis tout à l'heure. Donc, ils sont tous présentés dans cette fiche. Donc, en haut, on a toute l'étiquette avec les différents mots-clés qui ont été saisis, le type de la fiche et le titre. Ensuite, on a chaque zone qui sont plus ou moins qui sont dépliables si vous les affichez ou pas. Donc, avec l'emprise, les différentes dates, le contexte de connect. Mes petits attributs que j'ai documentés tout à l'heure, là, on voit tout de suite l'usage intéressant, c'est que en plus, avec le Markdown, il y a un côté assez joli. On affiche donc la description des attributs. Et il y a évidemment toutes les informations techniques, la licence, les restrictions et les contacts. Voilà. Donc un utilisateur final, il peut facilement contacter la personne. Il peut voir à quoi sert la donnée. Et ce qui est intéressant aussi avec le fait d'avoir associé des services, c'est qu'il va pouvoir directement visualiser dans la fiche de métadonnées la donnée en question. Donc là, on voit qu'il y a une piste cyclable temporaire qui a été mise en place sur le boulevard Haussmann. Et il faudrait que j'aille l'essayer. Voilà. Donc voilà pour l'Open Catalog. Hop. Donc, pour aller un peu plus loin dans la valorisation, je vais aller sur un autre groupe de travail qui est un peu plus fourni, notre groupe de travail de démo. Là, ce qu'on a vu, c'était uniquement le partage à un Open Catalog.
des open catalogues pour savoir, on peut en créer autant qu'on veut. Mais ce qui est intéressant de vous montrer aussi, c'est les différents moyens de publication du catalogue, qui soient à la fois web, qui soient à la fois desktop ou interopérables, comme par exemple le CSW. Donc là, c'est la même chose, hein. Le CSW, c'est une URL qui est générée automatiquement et qu'il suffit d'envoyer à un outil qui est capable de lire du CSW, donc qui est la norme de partage de catalogue de métadonnées géographiques, pour que votre catalogue soit moissonné automatiquement par ce moissonneur. Donc c'est comme ça qu'on va publier sur DataGouv, qu'on va publier sur GeoCatalogue National, sur les IDG régionales, sur tous les supports qui sont interopérables en fait et qui ont mis en place la norme Inspire. Voilà. Donc cette URL-là, elle est générée automatiquement. On a ensuite un certain nombre de plugins. Donc, je vais vous montrer le plus simple pour moi, c'est le plugin QGIS. Donc, je suis dans mon projet QGIS. J'ai ajouté le plugin IsoGeo. Donc, on voit qu'on retrouve toute la puissance de la recherche IsoGeo directement dans l'inventaire et qu'on peut filtrer assez facilement sur des données. Alors là, pour le coup, c'est des données d'un groupe de test, mais c'est la même chose. Hop, j'affiche les résultats. Voilà. Donc j'ai automatiquement mes informations dans mon catalogue. Je vais changer juste les paramètres d'authentification. Voilà, hop, on met les bonnes données qui s'affichent, c'est un peu mieux. Voilà, donc mes fameuses pistes cyclables, on va les retrouver cette fois-ci. Hop, elles sont là. Et donc tous mes champs de métadonnées documentés, pareil, on les retrouve directement dans mon outil. Donc les attributs que j'avais documentés, le contact, toutes les informations sur l'historique, la géométrie, etc. Donc, encore une fois, ça c'est un usage vraiment pratique du catalogue. Je ne passe plus par des connexions à une base de données, etc. J'utilise uniquement le catalogue IsoGeo et le plugin IsoGeo pour gérer mes données. Donc la finalité de ça, c'est de pouvoir ajouter automatiquement la donnée à la carte. Donc là, je vais prendre le WMS. Et voilà, on voit qu'on peut construire sa carte directement en utilisant notre plugin. Voilà. Donc ça, c'est la finalité du catalogage. C'est de pouvoir valoriser ça dans ses usages du quotidien, en fait. Donc on a le même plugin sur ArcMap, sur ArcGIS Pro. On l'a aussi en version Web App Builder. Ça, c'est une application Web App Builder. Voilà, donc dans ma carte web, en fait, j'ai le petit plugin IsoGeo aussi. J'ai l'accès à la fiche détaillée de métadonnées. Je peux, je peux ajouter la donnée à la carte et ainsi construire ma carte en fait. Voilà, ajouter les réseaux cyclables. J'ai ma liste des couches qui ont été sélectionnées, donc s'il y en a une que je veux enlever, je peux toujours enlever. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi enregistrer ma carte.
telle sorte que la prochaine fois que je me connecte à l'application web, je puisse recharger ma carte pour retravailler dessus. Et ainsi de suite. Donc encore une fois, j'utilise uniquement, enfin, l'objectif c'est d'utiliser, de n'utiliser plus que le catalogue, quasiment plus que le catalogue pour gérer les données et gérer son travail quotidien. Voilà. Voilà, dernière chose que je peux vous montrer, même s'il y aura un webinaire dédié, c'est notre portail de démo, qui est orienté promotion du catalogage et promotion même du travail de géomatique de l'organisme réalisé. Donc c'est un vrai site web en fait qui est complètement configurable via une interface, via un CMS en fait. Donc il y a une interface d'administration du site dans laquelle on peut gérer toute l'organisation du site, des différents widgets, des données qu'on veut mettre en avant. Toute la charte graphique évidemment est adaptable à celle de l'organisme. Et on peut aussi présenter l'équipe, les usages, les groupes de travail de l'organisme sur la donnée, etc. Donc on est vraiment sur un portail de promotion, on va dire, ça peut être le site web de la cellule SIG de l'organisme. Orienté évidemment sur le catalogue, donc avec toute la liste des fameuses fiches de métadonnées, la recherche sur le côté avec différents filtres. Je retrouve mes pistes cyclables présentées de manière assez ergonomique, assez sympa pour l'utilisateur. Donc, je retrouve toutes les informations que j'avais saisies tout à l'heure. Voilà, avec les mots-clés. Je peux visualiser la donnée, encore une fois. On pense même aussi ajouter, on peut aussi extraire la donnée, s'il y a un web feature service, etc. On va jusqu'à faire aussi des data vis sympas sur les données, ce qui permet aussi d'améliorer un peu la recherche visuellement pour l'utilisateur. Il y a juste à cliquer sur un mot-clé et puis hop, il tombe automatiquement sur la liste des données concernées par ce mot-clé. Voilà, c'est des petites choses qui font plaisir aussi quand on veut se balader sur un site web de recherche de données. Il y a toute la partie actualité, hein, donc c'est comme on peut éditer un blog, en fait, on peut faire son propre blog, donc faire des articles sur des travaux, des projets qui peuvent être réalisés par la cellule SIG ou même par l'organisme de manière générale. Voilà, les aménagements temporaires de la ville de Paris, on avait fait un article là-dessus. Et on a rajouté un petit lien qui permet d'aller directement sur les deux données concernées par l'article. Voilà, donc on est vraiment sur de la promotion des données au travers de projets, d'articles et de métadonnées surtout. On me fait signe de parler également d'une de nos prestations, parce que le travail de catalogage, bon, vous l'avez vu, moi je suis allé assez vite, mais finalement j'ai documenté que 2 données. Donc si on a 800 données à documenter, ça peut être vite fastidieux, même s'il y a des fonctionnalités qui permettent d'aller plus vite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà documenté toutes les métadonnées qu'on appelle de référence. Voilà. Donc, par exemple, la baie topo de l'hygiène. La baie topo de l'hygiène, on a déjà saisi toutes les fiches des métadonnées et on peut les importer directement dans le groupe de travail du client. Donc on l'a fait pour plusieurs clients déjà.
Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de saisir toutes ces données qui sont de référence. Donc, c'est des données en fait qu'on retrouve quasiment chez tous nos clients. Voilà. Donc, les topos, je pense qu'il y en a très peu qui l'ont pas. Donc, on a complété ces fiches-là. Elles sont validées Inspire. Elles sont très documentées, on va dire. Vous voyez le nombre de mots-clés qu'on a mis. Il y a tous les champs qui sont documentés. Surtout tous les attributs. Là, par exemple, sur cette fiche, on en a 59. Donc, c'était un sacré boulot. Donc là, on voit bien tout de suite la valorisation de la documentation. Tout ça, c'est tiré du guide de l'hygiène, mais du coup, là, on le retrouve directement dans la fiche de métadonnées, donc c'est intéressant. Et toutes ces infos-là, on peut les intégrer donc à votre inventaire si vous avez scanné les données, ce qui permet de gagner un peu de temps au moins pour les données de référence dans la saisie de métadonnées. Après, pour les données métiers, comme c'est vos données, on ne peut pas vraiment les saisir à votre place. Mais on peut par contre vous accompagner sous forme de justement des metadata parties où on intervient sur site pour vous former à l'édition, former les administrateurs, mais aussi d'autres éditeurs, donc d'autres géomaticiens de l'organisme à la saisie de métadonnées. Et quand tout le monde s'y met en même temps, ça avance bien. Voilà, je vais finir là-dessus. J'espère que cette démonstration de comment faire des métadonnées avec IsoGeo vous aura plu. Et je vais laisser la main à Harmonie, qui va conclure. Merci Léo. Donc oui, merci Léo pour cette démonstration assez complète. Du coup, j'espère que nos auditeurs ont découvert ou redécouvert bon nombre des fonctionnalités et des produits IsoGeo. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous ou plusieurs ont des questions, je vous invite à les écrire dans le chat et Léo les lira à haute voix. Juste un petit rappel, donc habituellement, donc pour revenir sur la prestation de Metadata Party, habituellement on la propose sous la forme d'une prestation de service que l'on fait en présentiel et du coup, ça permet de faire travailler les personnes présentes au cours de cette formation, au cours de cette journée, de manière à lancer un projet de catalogage ou bien relancer le catalogage dans une organisation qui a déjà la solution IsoGeo depuis un petit bout de temps. Voilà. Léo, du coup, est-ce qu'on a des questions? Je n'en vois pas. Bon, alors du coup, je vais conclure. Donc j'en profite pour vous rappeler que les 2 premiers webinaires sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube IsoGeo et que bien sûr on mettra ce 3e webinaire également. Je rappelle également qu'à l'issue de ce webinaire, un pilote de la solution IsoGeo était proposé au tirage au sort. Donc il a une valeur commerciale de 5 000 € hors taxe. Et donc, on réalisera ce tirage au sort au cours des prochains jours et on diffusera une petite vidéo sur les réseaux, sur LinkedIn et sur Twitter afin d'annoncer le nom du grand gagnant. Et on rappellera le nom de ce gagnant dans le webinaire numéro 4. Webinaire numéro 4 qui aura donc lieu le jeudi 10 septembre prochain, même heure et même lieu. Et on consacrera cette fois notre temps à la présentation, comme l'a fait Léo juste avant, mais beaucoup plus en détail, de notre nouveau portail de promotion du SIG. Donc pour conclure ce webinaire, je tiens à tous vous remercier pour votre disponibilité et bien sûr, on vous attend très nombreux pour le 4e webinaire du 10 septembre prochain. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous.